Merci de votre fidélité à New York d'Info. Merci également de nous rejoindre pour décryptage. 3 otages israéliens ont été libérés par le Hamas dans le cadre du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Dans l'autre sens, 90 détenus palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, ont pu quitter la prison militaire israélienne d'Ofer, située en Cisjordanie. Un compromis obtenu après 15 mois de guerre à Gaza. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. C'est un retour à la maison pour les 90 prisonniers libérés par Israël. C'est le premier contingent, on va dire, de prisonniers. Tout à fait, c'est le premier contingent puisque cette fois-ci, on a un accord sur 42 jours, pratiquement 1 mois et demi, où progressivement, d'un côté comme de l'autre, on va libérer des otages. Parce que moi, je considère que c'est des otages des deux côtés. Parce que les 90 qu'Israël a libérés, c'est des gens qu'on est venu attraper pendant la période de la guerre, sans que ça ne soit des soldats qui étaient en train de faire la guerre aux Israéliens. En fait, c'est une prise d'otage, il ne faut pas l'appeler autrement. C'est ces premiers qui sont en train d'être échangés. Ensuite, on en arrivera aux soldats israéliens qui ont été pris, tout comme à des militants du Hamas qui sont actuellement également emprisonnés au niveau d'Israël. Certainement, c'est pour tester, c'est pour rôder cette procédure. C'est pourquoi même l'accord parle dans un premier temps d'un cessez-le-feu provisoire et au bout des 42 jours d'un cessez-le-feu définitif, pour ne pas dire d'une décision d'arrêter cette guerre qui a fait suffisamment de morts en Palestine, tout comme en Israël. Un cessez-le-feu obtenu donc après 15 mois de guerre à Gaza. Quels sont les objectifs de cette trêve? En fait, un des objectifs, c'est d'abord de mettre fin à ce qu'on appelle aujourd'hui incontestablement un génocide. Vous avez de plus en plus des États qui ont rejoint l'initiative de l'Afrique du Sud consistant à vouloir traduire certains responsables israéliens, en particulier le Premier ministre, pour génocide par rapport aux populations palestiniennes. Puisque Israël se vante du nombre de frappes qu'ils ont eu à faire sur Gaza. Il faut qu'on rappelle que Gaza, ce n'est pas un pays, c'est une bande de terre. Et quand vous prenez le nombre de frappes et vous considérez que chaque frappe a tué un soldat de Hamas, vous imaginez le Hamas avait combien de soldats? Mais malgré tout, quand on regarde, si le Hamas a été affaibli, le Hamas est toujours là, puisque quand il a fallu libérer les 3 premières femmes israéliennes, on a vu clairement que le Hamas était là avec leur turban vert, qui est leur signe caractéristique sur le front. C'est eux qui ont amené les 3 femmes. On les a vus se positionner pour amener les 3 femmes et mettre à la disposition de la Croix-Rouge internationale. Donc si l'objectif c'était la destruction du Hamas, le Hamas a certes été affaibli, mais il n'a pas été détruit et tout le monde s'est étonné de ces images. Comment aussi rapidement ces gens sont réapparus dans leur tenue d'apparat pour libérer ces femmes, alors que Benjamin Netanyahu est en train de dire bon, il a détruit le Hamas, ça montre qu'il ne l'a pas détruit et tous les spécialistes avaient dit que ça n'allait pas être possible. Ça c'est un élément. Le deuxième élément, Gaza a fait partie de ce qu'on appelait les territoires occupés. Les Palestiniens se sont battus pour libérer cet espace. C'est pourquoi ça a un caractère de symbole pour eux en matière de lutte, raison pour laquelle ils ne veulent pas que Israël y mette pied. Mais bon, il faut le dire clairement, le Hamas, ce n'est pas une armée d'un pays, c'est un mouvement armé, si on peut l'appeler ainsi. Un tel mouvement pourra difficilement face d'un point de vue militaire devant Israël, soutenu par les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, alors que même quand tu veux soutenir le Hamas, on fait tout pour t'empêcher de le faire, en empêchant qu'on puisse traverser par les frontières, même pour leur donner de l'argent, ne parlons pas des armes. Donc il était clair que on ne peut pas parler véritablement de guerre, parce que les deux forces en présence n'étaient pas véritablement les mêmes. C'est des massacres qui étaient là, et c'est pourquoi on espère que la procédure de la CPI va aller jusqu'au bout pour que les criminels de guerre, ceux qui ont été auteurs de génocide, soient jugés comme il se doit. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu parle d'un cessez-le-feu provisoire, vous le rappeliez tantôt, mais quels sont les enjeux? Est-ce qu'il y a des risques que cet accord trouvé soit rompu? Il y a des risques, et les risques se trouvent du côté israélien. Puisque du côté du Hamas, il faut rappeler d'abord que cet accord, c'est le même projet que les États-Unis avaient proposé il y a 8 mois. Il n'y a presque pas grand-chose qui est changé. C'est Israël qui avait refusé, parce qu'il y a le couloir de Philadelphie que Israël ne voulait pas laisser, alors que le couloir de Philadelphie est le seul espace qui permet
aux Palestiniens de passer par l'Égypte et de sortir. Parce que sinon, il faut aller passer par Israël, ce qui n'est véritablement pas imaginable pour les Palestiniens. Donc cela fait que, au niveau d'Israël aujourd'hui, vous avez Netanyahou qui a besoin d'avoir une victoire, qu'il n'a pas obtenue. Parce que comme je l'ai dit, en regardant les forces en présence, 15 mois, vous n'êtes pas parvenu à aller à terminer un mouvement avec tout ce que vous avez reçu comme armes, comme soutien. Il faut reconnaître qu'on ne peut pas appeler ça une victoire, ou bien quand c'est une victoire, ça sera sans gloire. La deuxième chose, il y a les affrontements qui ont commencé avec l'Iran, qui constituent un véritable risque pour la sous-région. Troisième chose, ils ont réussi à affaiblir le Hezbollah au niveau du Liban, qui sont des partisans de l'Iran. Donc, sachant qu'on ne peut pas dire que j'ai gagné ici, il va prendre tous ces éléments, mettre ensemble, les présenter comme une victoire de façon globale. Puisqu'il faut rappeler que le Hamas détient tout le temps, jusqu'à présent, les otages. Malgré qu'on ait détruit une bonne partie de Gaza, tout le monde se demande même est-ce que les otages sont à Gaza? Parce que normalement, s'ils y étaient, ils devraient pouvoir les libérer avec les incursions. Le dernier élément, il commence à y avoir des problèmes, en fait, il y a des problèmes dans le gouvernement de façon extrêmement claire, puisque certains avaient dit si vous signez l'accord, on démissionne, ils ont démissionné, et comme le gouvernement, comme on le dit, c'est le gouvernement le plus à droite que Israël n'a jamais connu, ceux qui sont le plus à droite, il y en a qui partent, il y en a qui disent qu'ils attendent la deuxième phase. Si on attend la deuxième phase, nous également, on va partir, alors que Netanyahou joue également sa tête à travers cette majorité qu'il a pu obtenir au niveau de l'Assemblée avec la droite israélienne. Le côté israélien, 3 otages donc, ont été libérés. Est-ce qu'ils attendent encore d'autres, on va dire, d'autres otages importants? Oui, il y aura d'autres libérations, mais de façon progressive. Si l'accord est respecté, une semaine après, cette fois-ci, c'est 4 otages qui vont être libérés. Bon, du côté palestinien, le calcul se fait en fonction d'un otage civil ou militaire. Si c'est un civil, quand on libère un Israélien, on libère 30 Palestiniens. Si c'est un militaire, quand on libère un Israélien, on libère 50 Palestiniens. Donc ça fait que quand on dit il y a 4 qu'on va libérer du côté israélien, on ne peut pas encore dire combien on va libérer du côté palestinien. Justement, au côté palestinien, est-ce qu'il y figure des leaders d'opinion? Non, il n'y a pas grand monde dedans. Les gens pensaient à, comment il s'appelle encore, un leader qu'on considère un peu comme le Mandela de Gaza. Son nom est en train de m'échapper, Marwan Barzouki, mais il n'est pas sur la liste des personnes qui sont demandées. Est-ce que dans le processus, puisque les discussions vont continuer, puisque la libération parle de nombre, on discute maintenant sur les personnes à libérer de façon progressive. On commence par les femmes, par les enfants, par les personnes âgées. Ça, l'accord le dit de façon extrêmement claire. Quelqu'un comme Barghouti, à chaque fois qu'on parle de libération, on pense à lui, mais jusqu'à présent, il n'a pas fait partie de ces échanges de prisonniers. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, quelle influence les États-Unis ont-ils avoir sur la gestion de ce conflit israélo-palestinien? Trump a dit clairement c'est lui. Bon, Biden également a dit c'est lui, je leur laisse voir c'est qui. Trump se donne également 6 mois pour gérer le conflit russo-ukrainien. Mais il est clair que la venue de Trump a participé à cette trêve. Puisque j'ai dit que le projet, quand on le regarde, pour ceux qui avaient lu le premier projet et qui ont lu celui-là, ça fait 8 mois que ça ne passait pas. Du côté américain, qu'est-ce qui a changé si ce n'est pas l'arrivée de Trump? C'est vrai qu'il n'a pas fait tout ce travail tout seul, mais incontestablement, son arrivée a participé à cela, plus ce que j'ai dit, la situation intérieure au niveau d'Israël, où vous avez de plus en plus de manifestations, où les gens réclament la trêve, les gens réclament l'échange pour pouvoir revoir leurs parents qui sont prisonniers de l'autre côté. Il y a cela. Mais les gens se disent également que Netanyahou n'est pas fou. Dans sa posture actuelle, où il n'est pas loin d'un conflit avec l'Iran, mais il a besoin d'être en très bons termes avec un Trump qui a été un soutien incontestable de Netanyahou, qu'on se rappelle quand il faisait de Jérusalem la capitale éternelle d'Israël, avec tout ce que ça avait entraîné encore comme mort d'homme, puisque c'est malheureusement comme ça à chaque fois. Mais Netanyahou certainement se dit, comme Trump est intéressé par une victoire à l'entrée, on lui donne la victoire. Comme c'est quelqu'un qui aime la gloire, on va flatter son ego
pour le serrer davantage pour que, quand on aura besoin de lui, il va pouvoir rendre l'ascenseur comme nous, on a eu à le faire. Donc il y a tous ces éléments qui sont là, qu'on peut parfaitement intégrer dans une analyse pour comprendre cette trêve qui est là et pour comprendre également pourquoi Trump, effectivement, réclame, pour ne pas dire la totalité, au moins une bonne part du fait qu'il y a eu la trêve. Maintenant, ça pose un sérieux problème. Ça veut dire que si les Américains veulent, cette guerre s'arrête. S'ils ne veulent pas, cette guerre ne s'arrête pas. Justement, les Américains, le secrétaire, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a déclaré dans un article, je cite, « Le Hamas ne gouvernera jamais la bande de Gaza ». Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? En fait, ici, il faut faire un rappel historique pour que les gens comprennent. La Palestine, c'est un ensemble, mais il y a un problème de continuité territoriale. Parce que dans la Palestine, Israël a installé des colonies sauvages occupant certains territoires. Ce qu'on appelle la bande de Gaza, des élections avaient été organisées législatives au niveau de la Palestine et le Hamas avait gagné les élections. Mais ce qu'on appelle communauté internationale, France, États-Unis, etc., ne voulaient pas que ces gens-là puissent profiter des élections qu'ils ont gagnées et qu'ils n'ont pas organisées. Mais le Hamas a dit non, on ne va pas demander l'autorisation des gens pour le faire. Nous avons gagné Gaza, nous allons gouverner Gaza. Ce qui a créé un problème à l'intérieur du mouvement palestinien, puisque vous avez le Hamas qui gérait une partie de la Palestine et l'autorité palestinienne avec Mahmoud Abbas qui gérait le reste de la Palestine. Il y a eu des tentatives de ramener les gens ensemble, d'organiser à nouveau des élections. Ça n'a jamais réussi jusqu'à présent. Donc jusqu'à ce que la guerre se déclenche, la bande de Gaza était effectivement gérée par le Hamas, à tout point de vue. Et un des soucis d'Israël, c'était qu'avec cette guerre, que Israël même vienne gérer, puisqu'à un certain moment, Netanyahou l'a proposé clairement. Ils vont laisser des soldats sur le terrain. Ça fait partie de ce qui créait des problèmes à chaque fois qu'on négociait. Israël proposait de garantir la sécurité au niveau de Gaza, ce que le Hamas n'a jamais accepté. Bon, on amène autre chose. Au lieu que ça soit le Hamas, il faut que ça soit l'autorité palestinienne. Mais ce que le Hamas n'avait pas accepté en temps de paix, le Hamas ne risque pas de l'accepter en temps de guerre. Dans cette guerre, vous n'avez pas vu l'autorité palestinienne venir réellement porter secours au Hamas dans cet affrontement avec Israël. Ce qui veut dire que la division, malheureusement, au niveau de la Palestine, va être encore beaucoup plus profonde. Et le Hamas réclame un départ des Israéliens de Gaza, mais c'est pour administrer à nouveau Gaza. Le président français a appelé Mahmoud Abbas au téléphone pour dire la même chose que les Israéliens. Il faut tout faire pour que ce soit l'autorité palestinienne qui administre Gaza. Mais bon, ça ne suffira pas parce que je ne suis pas sûr que le Hamas acceptera. Pour terminer, peut-on espérer que ce cessez-le-feu obtenu conduira à une paix durable pour les deux peuples? Est-ce qu'il y a, malgré les enjeux de l'heure, une chance? Il y a une chance et il faut même imposer à la limite cette chance pour qu'on cesse de parler de ce conflit israélo-palestinien. C'est très simple. Il faut aboutir à la solution définitive, c'est la création d'un État palestinien en bonne et due forme, viable et avec une continuité territoriale. Parce qu'il y a un minimum qu'il faut leur donner si on veut que ces gens arrêtent la lutte. Tant qu'on ne le fera pas, la lutte ne s'arrêtera pas. Je parlais tout à l'heure de ces gens de Hamas qu'on a vus en train de libérer les 3 Israéliens. Est-ce que vous avez vu comment de petits enfants sont venus avec des appareils photo faire fièrement des selfies avec les soldats du Hamas? Mais ça veut dire que la Hamas a encore de l'avenir devant lui en termes de soldats avec ces jeunes enfants. Mais qu'on règle le problème définitivement, que le droit international soit tout simplement appliqué. On avait dit création de 2 États depuis 1949, mais il est quand même temps que le deuxième État, l'État palestinien, puisse être créé. Ce processus doit aller jusqu'au bout si on ne veut pas revenir ici parler encore de guerre entre la Palestine et Israël. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Mamadou Diouf. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.